Aujourd'hui, ces mystères sont encore inexpliqués. C'est surprenant, c'est mystérieux. Et c'est à ce moment-là qu'un bruit très étrange va être enregistré. Les clés du mystère sur Sud Radio. Des chaînes qui dansent dans la cheminée, des pas qui descendent l'escalier la nuit, des bruits dans l'armoire, des portes qui grincent, des objets qui se déplacent. Dans certaines maisons, les habitants sont plus nombreux que prévu. On parle des maisons hantées, qui seraient la demeure d'esprits n'ayant pas trouvé le repos. Mais qui sont-ils ? Sont-ils d'ailleurs bien des esprits ? Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors vous qui êtes un scientifique fasciné par le paranormal, mais avant tout un scientifique qui cherche toujours une explication rationnelle, vous avez évidemment visité des maisons hantées. Oui, et permettez-moi de vous mettre une mauvaise note. Ah bon ? Ça fait 2 jours de suite. C'est vrai. Alors, tout ce que vous avez décrit tout à l'heure, eh bien, ce qui caractérise le phénomène que nous autres scientifiques appelons psychocinèse spontanée répétitive. Psychocinèse spontanée répétitive. Je ne le répéterai pas. D'accord. Tout sauf un point. Il n'y a pas dans les maisons hantées d'apparition. Du moins, vu sous l'angle scientifique. Mais tous les autres phénomènes, les objets qui se déplacent incongruement, les bruits, les sons, etc., ça fait partie de la maison hantée. Très bien. Bon. Alors, le phénomène est rare. Le phénomène est rare, et il est d'autant plus rare qu'il est plus intense. Vous voyez, pour vous situer un peu, j'évoquerai un film qui est ancien maintenant, mais qui s'appelle Poltergeist. Et justement, Poltergeist, esprit frappeur, c'est souvent le terme que l'on colle sur les phénomènes de maisons hantées. Oui, alors, violent. Oui. Ce film, Poltergeist, a été produit par Steven Spielberg, qui est un homme habile. Et il ne faut pas dire d'ailleurs à sa mère qu'il fait dans l'épicerie, parce que sa mère croit qu'il fait du cinéma. Bon, mais en fait, ceci passant, oui. Donc Spielberg est un homme habile, et il s'était documenté auprès des laboratoires de parapsychologie américains, disant « Fournissez-moi des dossiers pour alimenter mon scénario ». Et quand il a eu tous ces dossiers, il a dit « on ne fait pas du cinéma avec ça. Ça suffit pas. » Ah oui. Ça suffit pas. D'accord. Parce que le phénomène est réel, mais dans l'idée qu'on s'en fait, ce que vous avez décrit tout à l'heure en commençant, ce sont uniquement des cas exceptionnels. L'ordinaire de la maison hantée, c'est beaucoup plus banal. C'est simplement des meubles qui se déplacent, des coups dans le mur, etc. Ouais. Et en tout cas, ça ne fait pas intervenir l'apparition. Alors, tout au long de ma carrière, j'ai ouvert une centaine d'enquêtes sur des cas de maisons hantées. Alors, quand je dis ouvert une enquête, ça veut dire qu'on a au moins téléphoné à la personne qui nous racontait l'histoire. Donc, c'est pas parti à la corbeille à papier directement. Oui. Je pense que moins d'une dizaine de fois, je me suis trouvé devant des phénomènes qui, véritablement, déroutent la science. 10% donc. À peu près. Au maximum. Et parce qu'il y avait souvent des explications simples auxquelles les gens ne pensaient pas. Le vent. Le vent, des infiltrations d'eau souterraine, etc. Des craquements à cause de termites dans le bois. À quelques reprises, eh bien, là, j'ai dit, la science constate, c'est une phrase utilisée en permanence dans cette affaire, la science constate, elle n'explique pas. Et j'ai même quand même passé une nuit dans une maison au nord de Montpellier, avec une équipe de 23 scientifiques qui avaient été mobilisés pour l'occasion. Alors, est-ce que ça fait peur ? Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Ça fait peur au cinéma, c'est sûr, mais dans la réalité, c'est d'ailleurs une des curiosités du phénomène. Même quand ça prend un peu de force, moi j'ai eu un cas de maison hantée près de Caraman, où il y avait des déplacements d'objets assez volumineux. Du style un piano Non, ça c'est des objets très volumineux. Ah, d'accord. Non, je parle de porte-revues, de piles d'assiettes, vous voyez. D'accord. Eh bien, les gens qui vivent le phénomène sont impressionnés, mais ils n'ont pas véritablement peur. Quand ils vous le racontent, ils sont mal à l'aise. Oui, bien sûr, parce qu'ils savent pas l'expliquer. Ils sont mal à l'aise, voilà. Ils ont envie que ça finisse. Très souvent, le scientifique, il est accueilli comme celui
qui va ramener le calme. Ça pose d'ailleurs des problèmes méthodologiques. Parce que moi, quand on me raconte que les tableaux oscillent sans arrêt, j'ai plutôt envie que ça continue pour faire le maximum d'observations. Évidemment. Et les gens qui m'ont fait venir, ils ont plutôt envie que ça s'arrête. Et ils espèrent que je vienne pour ça. Ouais. Alors, la tâche du chercheur en parapsychologie dans une maison hantée Ouais. est assez compliquée. Et alors, il y a différents styles de maisons hantées, évidemment, et on va justement faire le point dans un instant. Et cet après-midi, avec Yves Lignon, on parle de maisons hantées. Alors Yves, bien sûr, il y a différentes sortes de maisons hantées, il y a même différentes sortes de maisons. Il faut néanmoins que la maison soit un peu ancienne, hein. Qu'elle ait une histoire un peu... Pas forcément. Non. Je vais vous raconter tout à l'heure une des plus célèbres histoires de maisons hantées de la seconde moitié du XXe siècle. Ça s'est passé dans l'étude d'un notaire, un notaire allemand qui plus est. Et ce n'est pas un lieu qui ressemble aux coulisses des Folies Bergères, ni au château en ruine en Écosse. Hein. Donc ça peut être n'importe où. Mais nous nous entendons bien, la maison hantée, ce sont des objets qui se déplacent, ce sont des pianos qui jouent tout seuls, ce sont, comme dans le cas que j'ai étudié près de Montpellier, des coups sourds dans les murs qui se répètent périodiquement. J'avais dit à l'époque, c'est le gong de l'enfer. Oh mon Dieu. Bon, tout ça, c'est des perturbations. Si le studio dans lequel nous sommes devient hanté, tout l'appareillage va se dérégler. Sans qu'on ça nous comprenne arrive pourquoi. de temps en temps. Hein. Ça vous arrive de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'il est hanté, mais c'est Oui. pour donner un exemple. Donc c'est tout ça, les maisons hantées. Si vous arrivez en me disant que vous avez vu un fantôme, je recueillerai soigneusement votre témoignage, mais je le classerai dans le dossier apparition. Et non D'accord. pas dans le dossier Des maison maisons hantées. hantée. Si vous me dites la maison est hantée par, je ne sais pas quoi, l'esprit de quelqu'un qui est mort et qu'on assassiné enterre au fond dessous, de la cave, voilà, je vous dirai, il y a peut-être eu quelqu'un d'assassiné sous la maison, mais si vous pensez que son esprit revient pour faire balancer les tableaux, c'est une fois de plus votre interprétation personnelle C'est que de je la respecte. croyance, ouais. La science ne dit pas oui, elle ne dit pas non, elle ne dit rien du tout à propos de ce genre d'interprétation. Bon, alors ceci dit, non, le phénomène est rare, mais nous avons de nombreuses collections de cas. Et la première, historiquement, est très intéressante parce qu'elle a été dressée par un scientifique incontestable qui est Camille Flammarion, le célèbre astronome. Donc il s'est intéressé à ça et il a fait des enquêtes en cherchant dans les journaux, en cherchant des témoins, les enfants à qui on avait raconté, que les parents, que les grands-parents. Il a notamment retrouvé comme ça un cas extrêmement remarquable qui s'est produit en 1846 à Paris, près du Panthéon, avec intervention de la police et ainsi de suite. Donc on a des compilations de cas comme ça. Et puis il y a un autre compilateur, c'est le commandant Émile Tisanet. Alors lui, il était commandant de gendarmerie. Il est mort il y a une quinzaine d'années. Et donc évidemment, quand il y a une maison hantée, il y a toujours un rapport à la brigade locale. Oui, à un moment donné, il on faut va bien... demander. Je vous raconterai un jour une histoire de maison hantée dans la Nièvre où les gendarmes cernaient la maison. Et c'est normal d'ailleurs. Si vous commencez à entendre des coups bizarres chez vous, Emmanuel, vous allez appeler la maréchaussée en disant j'ai un voisin qui est un mauvais plaisant. Donc il y a énormément de choses dans les rapports de gendarmerie. Et ce commandant Tisanet, alors, a aussi collecté tout ça, l'a trié, etc. Donc on a de la documentation. Et c'est notamment le commandant Tisanet qui a proposé de faire la distinction entre ce qu'on appelle la petite hantise et la grande hantise. Alors la petite hantise, c'est un phénomène qui est limité dans le temps, comme celui dont nous allons parler tout à l'heure. Ça commence à un moment donné, il se passe des choses, et puis il y a un incident, il y a un événement qui survient, et la maison hantée, c'est fini. Alors que la grande hantise, selon le commandant Tisanet, eh bien, c'est indépendant du temps. Ça dure des siècles. Sur des années. Oui. D'une certaine manière, et on va le voir, la petite hantise, c'est lié à des personnes. La grande hantise serait liée à un lieu, à un endroit. Et là, c'est là qu'à la lettre, on pourrait parler de maison hantée. Et bon, je dois vous donner mon opinion. Je suis certain que les petites hantises sont une réalité. Les grandes hantises, ces maisons qui, pendant des siècles, seraient le théâtre de phénomènes que la physique honnête réprouve, eh bien, je ne crois pas que ce soit assez documenté.
Ça existe peut-être, hein, la Oui. maison qui est hantée pendant 3 siècles, mais à mon avis, il n'y a pas la documentation suffisante pour conclure positivement. Alors que la petite hantise, ce qui dure 8 jours, ce qui dure 3 mois, ça oui, c'est du béton. Alors vous allez nous raconter l'histoire d'une maison hantée. Ça ne se passe pas en France. Il y en a des maisons hantées en France. On a l'impression qu'il y en a peut-être plus aux États-Unis ou même ailleurs. Non. Même en On France, raconte il y en a. peut-être plus d'histoires. En France, il y en a. Oh Dieu Il y a, merci. il y a eu un cas de charcuterie hantée en Bretagne. Oui. J'ai bien regretté je n'ai reçu des témoignages que par lettre, de ne pas avoir le budget me permettant de me déplacer Bon. en Bretagne. Ouais. Il y a eu un HLM hanté. Un Près de HLM Man- hanté. Oui, près de Mantes-la-Jolie. Vous voyez que... Donc on est très loin du château, hein, en Oui, ruine, en tout effectivement, cas, là. on a le choix. Ça c'est sûr. Ok, justement parce qu'on a le choix, on va partir en Allemagne où nous attend une maison hantée extraordinaire. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Et aujourd'hui avec Yves Lignon, nous voyons les maisons hantées. Yves, nous sommes en Allemagne. Nous sommes en quelle année? À la fin de 1967, automne-hiver 1967. Et nous sommes dans l'étude d'un notaire qui s'appelle Maître Adam. Donc, dans un bâtiment fonctionnel, en bon état, etc. Et dans cette étude, il s'est passé pendant plusieurs semaines des choses que, ma pauvre dame, rien que d'y penser, on en frémit. Et encore une fois, c'était dans un bâtiment tout à fait ordinaire, dans lequel on grattait du papier notarial à longueur de journée. Mais puisqu'on dit que c'est un esprit frappeur, vous le dites vous-même, disons que l'esprit frappeur, il a fait des dégâts. À l'heure actuelle, on pourrait les estimer, ces dégâts, entre 30 et 50 000 euros. Ah quand même. Ben oui. Il n'est pas allé de main morte. Ben écoutez, quand vous devez changer les photocopieuses 6 fois en 3 mois, Ah oui, effectivement. ça commence à alourdir la facture. Il n'y avait pas un problème électrique. Non. Non. Parce que la première fois, vous pensez qu'il y a un problème électrique. La 6e fois, vous n'y pensez plus. Donc, les photocopieuses se déréglaient. Mais ça n'a pas été le premier incident. Le premier incident, ce qui a été noté, qui a frappé, si vous voulez, les employés. Il y avait une dizaine d'employés dans cette étude. On traitait des dossiers. C'était notaire, cabinet juridique. C'était les ampoules. Les ampoules claquaient. Et ça claquait. Et ça reclaquait. Et ça claquait encore. Et on les changeait, ces ampoules. Puis après, il y a eu les photocopieuses. C'était des photocopieuses de l'époque avec du liquide dans des réservoirs. Parce que quand je vous compte les dégâts, il n'y a pas que le renouvellement des photocopieuses. Il y a les tapisseries aussi, la moquette, le liquide qui gicle, même d'une photocopieuse toute neuve, et qui inonde. C'était les premières, Oui, ça, c'était- les premières imprimantes Oui, non. à jet d'encre. Hein. Oui, c'était âgé paranormalement Oui. d'encre. Oui. C'était que le début. Oui. Mais enfin, vous comprenez bien que on est en Allemagne, on est dans un cabinet juridique. Bon, là, on rigole pas. On rigole pas, mais on n'est pas content. On est encore moins content quand arrive la note du téléphone. Oui. Bon, alors, il y a eu une époque en France, effectivement, où la note de téléphone astronomique, c'était un truc habituel. Puis on allait protester à France Télécom et ils vous disaient qu'ils n'y comprenaient rien et qu'il fallait payer. Mais en Allemagne, des notes de téléphone, ce pauvre notaire, ce pauvre maître, qui lui tombe sur le bureau, puis il faut payer. Quand il commence à protester, il a une réponse à la française. On a vérifié votre ligne et il n'y a rien sur votre ligne. Il n'y a que le compteur qui enregistre les appels. Dans vos bureaux, on appelle beaucoup. Si on appelle beaucoup, à la fin du mois, ça fait un certain chiffre sur la facture. Alors du coup, Maître Adam, il se dit, on va pas, là maintenant, les photocopieuses, les ampoules, il faut carrément laisser des caisses d'ampoules dans l'entrée, là, parce que on en a besoin sans arrêt. Ouais. Maintenant, le téléphone, on va prendre les choses en main d'un peu plus près. Et donc, il demande quelque chose qui, à l'époque, était tout à fait inédit en Allemagne et même en France, et qui, aujourd'hui, est banal, un relevé de ces appels.
Vous savez, la liste des appels que vous avez passés. Ah oui, la facture détaillée. Oui, la facture détaillée. Alors ça, c'était une nouveauté. Il est obligé d'insister parce que il y a 40 ans, ça ne se faisait pas. Mais il dit, je le veux. Enfin, je veux quand même qu'on m'explique comment on fait pour me demander tant d'argent. Et là, quand il a reçu la facture détaillée, le pauvre homme, j'espère qu'il était dans son beau fauteuil. Vous savez, les notaires ont de bons fauteuils. Oui. Parce que s'il était à côté du fauteuil, il a dû s'effondrer et se faire mal. Oui. Parce qu'il a eu effectivement l'explication. Et puis là, il restait plus qu'à payer. Oui. Il restait plus qu'à payer. Et l'explication, c'était bien que des appels avaient été passés. Oui. Et c'était pas des employés qui étaient très bavards. Hein. Les appels étaient passés. Mais quels appels? Si c'était un esprit frappeur, il s'amusait vraiment avec le téléphone. Esprit frappeur, esprit communicant aussi. Allez, la suite dans un instant. Nous sommes en 1967, nous sommes en Allemagne et nous sommes dans l'étude d'un notaire, maître Adam, étude dans laquelle il se passe quand même des choses un peu incroyables. Les ampoules pètent, les photocopieuses tombent en panne, envoient sur les tapisseries des jets d'encre incroyables et puis ça continue avec des téléphones qui... Des notes de téléphone qui sont astronomiques. Comme si le téléphone téléphonait tout le temps, quoi. Presque. Oui. Parce que donc, Maître Adam demande une nouveauté pour l'époque, une facture détaillée. Et là, quand il voit la facture détaillée, le pauvre homme, il s'aperçoit que quotidiennement, aux heures de bureau, c'est-à-dire aux heures où tout le monde était là pour travailler, on appelait sans arrêt l'horloge parlante. Environ 60 fois par jour. Oui. En 8 heures de travail. Et tout le monde avait une montre. Mais bien entendu, tout le monde a fait une montre. Il n'y avait pas besoin, donc 8 heures de travail, ça fait environ 8 fois par heure, 2 fois par quart d'heure en moyenne. Dans les bureaux de Maître Adam, notaire et conseiller juridique, à quoi s'occupait-on? À appeler l'horloge parlante. Bon, alors il se dit que c'est un peu gros. Et il va prendre des mesures. C'était aussi le temps des téléphones à cadran. Il les fait cadenasser, verrouiller. Les employés ne peuvent plus téléphoner. Ils peuvent recevoir des appels pour le travail. Ils ne peuvent plus téléphoner. Ben ça, c'était un défi jeté à l'esprit frappeur. Si l'esprit frappeur, il a fait. Et je vous garantis que l'esprit frappeur, il s'est mis en rogne. En colère. Oui, parce que 15 jours plus tard, quand on a vu une nouvelle facture détaillée, qu'on a fait le bilan, l'horloge parlante, on en était arrivé à une centaine d'appels par jour, depuis les téléphones cadenassés. Donc 40 et même, un certain jour, 6 appels à la minute pendant 1 heure. Bon. Ah non, l'esprit frappeur, il n'avait pas apprécié le coup des cadenas au téléphone. Et il appréciait d'autant moins qu'on s'intéresse un peu à lui. Oui. Et il l'a montré parce qu'il y avait des ampoules qui claquaient. Mais ça, c'était au début. C'était pour se mettre en route. Dans les bureaux, il n'y a pas que des lampes avec des ampoules. Il y a aussi des tubes de néon. Les tubes de néon ont commencé à se dévisser et à tomber. Oh mon Dieu, c'est dangereux même. Tout seul sur le bureau des gens. Alors là, le pauvre Maître Adam, il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il dit, je vais m'occuper d'abord du problème électrique. J'ai étudié tous les documents parce qu'il y a eu, vous le verrez, une enquête très sérieuse menée par un institut de parapsychologie allemand. Mais on ne dit pas dans le document si pour faire venir les électriciens, il a téléphoné. Il ne voulait peut-être pas alourdir sa note. Mais toujours est-il qu'ils sont venus. Alors, inspection, re-inspection, archi-inspection, ainsi de suite. Ouais. Et, bien entendu, on ne trouve rien. On a dit, écoutez, vous n'avez qu'à mieux vous fournir en ampoule de meilleure qualité. Maintenant, il n'y a pas les tubes qui se dévissent et qui tombent tout seuls. Ah, écoutez, nous, ça, c'est pas notre problème. Un peu comme le téléphone. On a vérifié la ligne. Oui, tout va bien. Tout va très bien, etc. Au revoir, maître. Et passer une bonne journée, voilà, surtout. Et passer une bonne journée. Oui. Alors là, Maître Adam, c'est vraiment le face-à-face. Avec on en est au stade du bras de fer. Il va prendre des mesures radicales. Il va acheter des générateurs électriques. Vous savez, ceux qui servent dans les hôpitaux en cas de panne. En cas de panne, oui, c'est ça, pour toujours avoir de l'électricité. Voilà, il va résilier son abonnement à la compagnie d'électricité et alimenter tous ses bureaux par des générateurs électriques. Je suppose que vous avez compris que ça n'a pas impressionné l'esprit frappeur. Oui.
Et donc, par conséquent, les perturbations ont continué. Alors, arrivé à ce stade-là, il fallait vraiment que l'ordre revienne dans les bureaux. Et donc, on a fait donner l'artillerie lourde. C'est-à-dire Et l'artillerie lourde, elle est arrivée en 2 vagues. une première vague et une deuxième vague, donc, dans un instant, dans les clés du mystère. Sud Radio, les clés du mystère. Nous sommes dans une étude allemande, une étude de notaire. Il se passe des choses un peu bizarres dans cette étude. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous parlons de maisons hantées avec Yves Lignon. L'esprit est plus ou moins frappeur. Ce que nous appelons l'esprit frappeur. Vous y croyez si vous voulez. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des ampoules qui pètent, il y a des photocopieuses qui tombent en panne, et puis il y a des notes de téléphone absolument incroyables, alors même que le téléphone est coincé, c'est-à-dire qu'on ne peut normalement pas téléphoner. On ne peut que recevoir des appels. Alors, vous nous parliez de 2 vagues, de l'artillerie lourde. Oui. Alors, je pense d'abord que on en était arrivé à un point où l'esprit frappeur devait être de très mauvaise humeur. Parce que l'idée de débrancher l'ensemble des bureaux du réseau électrique ordinaire, normal, et d'utiliser des générateurs, c'est carrément une méthode de briseur de grève. Oui, ça. oui, c'est très Et insolent ça, pour un esprit. Il n'aime pas bon. ça. Et donc, ayant fait ça, Maître Adam se dit, là maintenant, ça va se calmer. Enfin, il oubliait le problème du téléphone qui n'était pas résolu, mais il dit, avec des générateurs, ça va se calmer. Figurez-vous, ça s'est calmé, ça s'aggrave. Ça s'aggrave au moment où il a fait appel à des ingénieurs d'un institut très célèbre en Allemagne, l'Institut Max Planck, qui débarque. Là, c'est vraiment la science avec un S majuscule, qui arrive en disant « Vos problèmes électriques, on va vous les résoudre. » Et parmi ces ingénieurs, il y avait un nommé Karl Brunner. Il pénètre dans les locaux, bien décidé à mettre fin au désordre. La première chose qu'il voit, c'est son témoignage, je vous le lis. « J'ai vu, en arrivant, un tableau suspendu au-dessus du bureau de Maître Adam se mettre à tourner de 360 degrés. » Ouh là là, c'est-à-dire complètement sur lui-même. Voilà, c'était un témoignage d'ingénieur. Bon, le gars, ça s'appelle, en termes courants, on appelle ça une douche froide. Okay. Ça calme. Et oui. Et donc, des ingénieurs sont venus, on a tout repris, installation téléphonique, installation électrique, ça continuait. On a appelé d'autres ingénieurs. Alors là, on a aussi appelé des caméras. Il y a des équipes de télévision qui sont arrivées. Et alors là, l'esprit frappeur, il en est arrivé au stade du chef-d'œuvre. Puisque les tableaux tournaient maintenant. Il n'y avait plus seulement que dans le bureau de Maître Adam, c'était dans tous les bureaux, toutes les gravures qui étaient au mur. Ça a été filmé. Et ce qui a été encore plus filmé, eh bien, c'est une armoire métallique. Vous savez, chez les notaires, il y a des armoires métalliques. Où on met les dossiers, oui. Qu'est-ce qu'il y a, vous le dites vous-même, Emmanuel, qu'est-ce qu'il y a dans les armoires métalliques? Les dossiers, donc. Des dossiers. Et le papier, ça pèse. 70 kilos, l'armoire métallique. Elle a bondi en avant toute seule sur, je vais vous le dire, 30 cm. Toute seule. Et ça a été filmé. Mais là, la science n'a pas capitulé. La science ne capitule jamais. Il faut trouver une explication rationnelle. C'est là qu'un autre ingénieur, l'ingénieur Karger, a dit, je recite, « Les phénomènes ont été dûment observés à l'aide des moyens de la physique expérimentale. » Donc, on ne rêve pas. On n'est pas dans une hallucination collective. On ne rêve pas. Mais ces phénomènes ne sont pas explicables par les moyens actuels de la physique théorique. Alors, on aurait pu en rester là. Sauf qu'en rester là, ça veut dire on continue, les ampoules vont claquer, bon, l'esprit va peut-être se calmer un peu, mais les ampoules vont continuer à claquer. On va prendre un abonnement chez le vendeur de photocopieuses, on va dire, écoutez, tous les 15 jours, venez en mettre une neuve. On va remplacer les téléphones par des pigeons voyageurs. Bon, on pouvait quand même pas se contenter de ce constat. Là, moi, ça va, on a tout vu. Ouais, il y a des choses bizarres chez vous, mais nous, on n'explique pas. Bon. Et heureusement, un des techniciens avait remarqué une chose, un détail extrêmement important,
c'est que les lampes qui claquaient non pas de manière aléatoire, non pas n'importe quand, mais systématiquement sur le passage d'une jeune employée de bureau qui se prénommait Anne-Marie. Alors ça, Yves Lignon, on peut le dire, c'est vraiment le détail qui tue. On va y revenir dans un instant avec donc Anne-Marie et les ampoules qui se cassent lors de son passage. Dans un instant. L'espace de quelques semaines, en Allemagne, une étude de notaire connaît des événements de poltergeist. Et surtout, lors du passage d'une employée de cette étude de notaire, elle s'appelle Anne-Marie, et lorsqu'elle passe, pim, les ampoules pètent. Bon, qu'est-ce qu'elle avait, Anne-Marie, alors ? Eh bien, l'esprit était amoureux, non, il était très en colère. Non. Justement, c'est qu'elle n'était pas amoureuse, vous allez voir. D'abord, il faut se rendre compte d'une chose. Quand les parapsychologues sont arrivés, l'Institut de parapsychologie de Fribourg, un institut qui à l'heure actuelle regroupe 50 chercheurs, ils sont arrivés à la fin, mais c'est normal. Il faut d'abord chercher des explications simples avant de penser à la parapsychologie. Ouais. Ils sont arrivés à la fin, mais ils ont au moins fait ce que ne pouvaient pas faire des physiciens, des employés du téléphone qui se contentaient de vérifier les lignes. Ils ont fait parler les gens. Et c'est comme ça que ce détail, mais ça claque quand Anne-Marie se déplace d'un bureau à l'autre. Ce détail est remonté. Et donc le professeur Bender, le défunt professeur Bender, qui dirigeait l'équipe, de suite s'est focalisé sur Anne-Marie. Parce que nous, les parapsychologues, des histoires comme celle-là, nous en vivons peut-être une dans toute notre carrière, mais je l'ai dit en commençant, nous avons lu tous les dossiers. Et nous savons que quand ce tel phénomène qu'on appelle de poltergeist, donc classiquement, se produit, eh bien il y a dans l'environnement quelqu'un qui a un problème psychologique. C'est pas forcément un adolescent. Oui. Là, effectivement, c'était bien Anne-Marie, qui était jeune, qui était une débutante dans l'emploi de bureau. Elle avait quel âge, 18 ans ? Elle avait 18 ans, qui avait un problème. Et le plus curieux, c'est que ce problème, ce n'est pas un problème grave. C'est un problème ordinaire, comme ceux dans lesquels baigne toute l'année la majorité de l'humanité. Ce sont des histoires de conflits entre personnes, des choses comme ça. Pas davantage. C'est pas le truc qui nécessite l'arrivée de la cellule psychologique. C'est un souci, un truc qui vous embête, un truc auquel vous pensez quand vous réveillez. Oui, alors là, Anne-Marie devait avoir de sacrés problèmes, parce que le tableau qui tourne à 360... Alors, donc, Hans Bender a commencé par dire au notaire, écoutez, on va lui faire, il était médecin en plus, Hans Bender, un congé de maladie, pour voir. Pendant 8 jours, elle ne vient plus. D'accord. Pendant 8 jours, plus une lampe ne claque. Il ne restait plus qu'à faire parler Anne-Marie. Et c'est là que Hans Bender a appris que Anne-Marie, elle avait un fiancé qui lui était imposé par ses parents. Qu'elle trouvait le garçon sympathique, mais elle n'était absolument pas amoureuse de lui. Non, mais ça aussi, il faut remonter 40 ans en arrière. Et puis, dans une société qui n'est pas la société française, qui est plus rigide. Les parents lui avaient dit, tu vas te fiancer avec ce brave garçon. Il est très bien, il a toutes les qualités, il a un bon métier. Et Anne-Marie pensait, c'est un brave garçon, il a toutes les qualités, il a un bon métier. Il n'y a qu'une chose, c'est que je suis vraiment pas amoureuse de lui. Et donc, c'est à partir du moment où finalement, ses parents l'ont obligé à sortir avec lui le soir, etc., que les phénomènes ont commencé au bureau. Alors, Hans Bender a essayé d'aller parler aux parents. Mais, sur ces entrefaites, il y a un autre événement qui s'était produit, ça a été une belle coïncidence, c'est que le fiancé, il avait rompu. Ah, très bien. Il avait rompu. Pourquoi ? Parce que c'était un joueur de bowling. Et donc, quand il sortait avec sa fiancée, lui, il était amoureux, paraît-il. Oui. Ils allaient au bowling. Ils y sont allés 8 fois. Les 8 fois, ça a été la catastrophe. La boule déviée, partait n'importe quand. Au point que, je vous assure, c'est dans les documents scientifiques, c'est dans les rapports d'enquête. C'est lui qui est allé dire aux parents, dans le fond, je vous la rends. Oh, c'est drôle. Il l'a pas dit assez brutalement. Oui, bien sûr. Et tout ça s'est passé au moment où Hans Bender enquêtait, commençait à se focaliser sur Anne-Marie. Mais si vous voulez, c'est assez logique, parce que si les phénomènes ne se produisaient plus au bureau, puisqu'elle était en congé de maladie, il fallait bien que l'esprit frappeur, il aille ailleurs. Il allait au bowling. D'accord. Et donc, on a expliqué tout ça.
Et comme toujours, ce qu'on voit dans tous les dossiers depuis le 19e siècle, à partir du moment où cet abcès psychologique est crevé, eh bien, le phénomène physique cesse. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire, quand même. Ben, On se souvient de l'armoire en fer 70 kilos, Oui. qui se déplace de 30 cm, etc. Enfin, alors là, vraiment, on est encore dans du paranormal, mais à fond, bien quoi. sûr, Il y a une bien sûr. explication, mais non, il y a un constat. Ouais, un constat. Il y a un constat, il n'y a pas une explication. Ouais. Parce que comment imaginer qu'un problème banal, encore une fois, Anne-Marie, ce n'est pas la seule jeune fille dans le monde à qui on impose de fréquenter un garçon sans qu'elle en ait envie. Mais Anne-Marie, elle est la seule, parmi toutes les jeunes filles à qui on impose de fréquenter un garçon, qui déclenche l'esprit frappeur, l'esprit tapageur dans les bureaux où elle travaille. C'est le plus extraordinaire, le plus déroutant dans ce type de phénomène. Une bêtise, et d'un autre côté, vous le disiez si bien, Emmanuel, une armoire de 70 kilos qui se déplace de 30 cm sans demander un coup de main à personne et devant les caméras. Histoire extraordinaire, merci Yves Lignon. On vous retrouvera bien sûr demain encore avec une autre histoire de paranormal entre 13h30 et 14h30. Cette émission est podcastable, vous le savez, sur sudradio.fr. À demain. 13h30, 14h30. Les clés du mystère sur Sud Radio.